Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans cet épisode de So Sweet Planet, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau Pauline Boyer. La première fois, c'était au tout début de So Sweet Planet et nous avions parlé du mouvement Alternatiba. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce formidable manifeste pour la non-violence, coécrit par Pauline Boyer et Johan Nassens. Bonjour Pauline. Bonjour Anne. Bienvenue sur So Sweet Planet. Donc Pauline, je vais te présenter en quelques mots, tu me corrigeras s'il y a des erreurs. Tu es activiste climat, membre de l'équipe d'animation d'Alternatiba et d'Action non-violente COP21, qui sont des mouvements citoyens pour la justice climatique et sociale. Tu es cofondatrice d'Action Climat Paris et de La Base. Tout à fait, avec de nombreuses personnes. Oui, La Base, formidable QG de la mobilisation citoyenne parisienne, enfin même on peut dire aussi nationale, parce qu'il y a pas mal d'associations qui sont basées. Les bases se sont multipliées, oui. Oui, c'est ça. Et tu es aussi maintenant chargée de campagne transition énergétique pour Greenpeace France. C'est ça. Déjà un beau parcours. Johan Nassens, si j'en crois sa petite bio sur la 4e de couverture de votre livre, lui, il est coordinateur de l'association Non-Violence 21. Il a enseigné pendant 8 ans avant de rejoindre l'association en 2016 afin de s'engager plus concrètement sur le terrain des luttes sociales et climatiques. Franchement, ce livre, j'ai adoré. Je te l'ai déjà dit avant qu'on commence l'interview et quand je t'ai recontacté, j'ai adoré ce livre. Je trouve qu'il est super pertinent et utile vraiment pour l'époque que nous sommes en train de vivre. Je vais expliquer un peu plus pourquoi et toi aussi, je pense, dans cette interview. Donc déjà, en fait, il y a plein de réflexions et d'analyses que j'ai trouvées brillantes et vraiment, je l'ai dévoré parce que c'est un essai, en fait, on peut appeler ça comme ça. Un essai, ça peut paraître rébarbatif, mais pas du tout. Oui, merci déjà. C'est un peu un livre exploratoire, un peu hybride. Et puis sa construction en fait un véritable outil indispensable sur le sujet parce que dans la première partie, donc la non-violence, histoire et principe d'une 3e voie révolutionnaire, vous revenez sur l'histoire, sur la construction et sur la nécessité de la non-violence. Puis, partie 2, les enjeux actuels, donc vous revenez là sur le monde d'aujourd'hui et dans ce contexte, pourquoi la non-violence peut-elle tout changer ? Donc c'est très important et surtout c'est très convaincant parce qu'on peut partir avec beaucoup d'a priori sur la non-violence, on va en reparler aussi. Et partie 3, donc structurer une stratégie de lutte. Là c'est le guide indispensable pour éviter à celles et ceux qui s'engagent dans cette voie de répéter les erreurs qui ont déjà été faites et vous donner toute une série de conseils très pratiques pour l'organisation. Et puis enfin, partie 4, des propositions et pistes de réflexion. Et tout au long de ce livre, vous présentez donc de nombreuses luttes non violentes aux 4 coins de la planète, bien que la planète soit ronde, mais aux 4 coins de la planète qui ont permis d'apporter des changements, des améliorations profondes dans les sociétés. Donc c'est passionnant, c'est encourageant aussi. Et toi, Pauline, avant de partir à parler vraiment du livre, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, pour faire un peu connaissance, qu'est-ce qui t'a fait t'intéresser à la non-violence ? Parce que, en fait, on comprend en lisant le livre que c'est pas la facilité, cette voie. La non-violence, je l'ai découverte dans l'action. Déjà avec Greenpeace, où j'ai fait mes premiers pas dans le militantisme il y a longtemps. Et oui. Et où j'étais à une soirée d'accueil d'un groupe local de Greenpeace et là ils présentent on fait des actions de désobéissance civile et voilà les lois qu'on a réussi à faire changer. Et j'ai trouvé ça puissant et je me suis dit j'ai envie d'essayer, donc je suis rentrée dans l'engagement pour l'environnement à la base par cette voie-là. D'accord. Directement et en faisant des petites actions. Et ensuite, j'ai découvert Alternatiba. Oui. Ma route a croisé celle de ce mouvement citoyen qui venait d'éclore en France. Super mouvement, originaire du Pays Basque aussi, je crois. Originaire du Pays Basque, mais qui s'est complètement développé en France jusqu'en Haïti. On a quelques groupes en Afrique aussi, tout à fait. Au Sénégal et en République démocratique du Congo. Et là, j'ai découvert les méthodes d'organisation absolument révolutionnaire, je pense, très efficace, très inclusive
et avec une manière de réfléchir les luttes dans les stratégies de lutte non violente. Et là, j'ai commencé par le programme constructif, comme disait Gandhi, qui est la promotion des alternatives et de dire on ne fait pas que s'opposer à un système, mais on en propose un autre. Donc j'ai participé au premier village des alternatives à Paris en 2015 pour l'arrivée du Tour Alternativa, le premier. Et c'est là que le mouvement Action non violente COP21 a été lancé, donc qui est le mouvement de la branche désobéissance civile d'Alternativa. Et là, je suis devenue une des coordinatrices d'action du mouvement et j'étais dans le petit noyau avec quelques personnes, parce qu'au début, on n'était pas beaucoup. Et il y a eu ça a pris un peu partout en France. Et donc, c'est comme ça vraiment que je suis rentrée au contact de la non-violence. Et c'est ce qui a vraiment fait changer ma vie, notamment dans cette année 2015 où j'ai décidé de quitter mon travail à l'époque et à me consacrer à être activiste climat parce que je me suis rendu compte de l'urgence climatique. Ton travail qui était ? Donc j'étais pharmacienne dans l'industrie pharmaceutique pendant plusieurs années. Et oui. Donc, tu as. Est-ce qu'on peut parler pour ce moment de la bascule ? Je viens de recevoir le livre Basculons avec toutes les expériences des uns et des autres de ce moment, en fait, très profond, très puissant, de tout un tas de personnes aujourd'hui engagées qui, à un moment, ont quitté des parcours professionnels et se sont dit c'est plus possible, il faut absolument agir, il faut se réveiller, il faut éveiller aussi les gens autour de nous. Je pense que la bascule s'est faite en plusieurs fois. Oui. Déjà en me rendant compte que je n'allais pas m'épanouir pleinement dans le métier que je faisais, qui était un métier quand même dans l'industrie pharmaceutique, qui est pas très facile aussi, surtout qu'on travaillait la nuit, parce qu'on fabriquait des médicaments pour diagnostiquer des cancers, des traceurs radioactifs. Donc pour des histoires de durée de vie du produit radioactif, on le fabriquait la nuit. Ah oui. Et au-delà de ça, je cherchais autre chose, mais je ne savais pas quoi. Je sentais que ça, voilà. Et quand j'ai commencé à m'engager avec Greenpeace, j'ai commencé à changer mon mode de vie. Donc ce qu'on dit les petits pas. Et oui, très important. Bah oui, mais c'est ça, oui. Et donc ça transforme un peu la manière dont on voit la vie, dont on la conçoit. Et quand j'ai rencontré Alternativa, là, ça a été vraiment le déclic. Quand je me rappelle de cette réunion où je me suis dit, mais qui sont ces gens qui travaillent de cette manière, où j'avais vraiment l'impression que le temps des gens était respecté, que c'était concret, qu'on arrivait à avancer vite. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Oui, voilà. C'était clair. C'était clair et net. Oui. Et donc là, j'ai démissionné et je me suis mise vraiment à plein temps dans le mouvement et j'ai appris énormément de choses. Mais c'est là où ça demande quand même du courage parce que c'était certes pas satisfaisant au niveau moral et par rapport à tes aspirations, ton ancienne voie, mais c'était confortable au niveau financier d'avoir un salaire en fait, d'avoir quelque chose de régulier, de quitter son travail pour défendre ses convictions. J'imagine que, parce qu'il y a beaucoup de jeunes actuellement qui se sont engagés dans des longues études ou ça, on a vu des exemples récemment et moi je trouve ça super encourageant, rafraîchissant et en même temps je me dis il faut vraiment du courage parce que c'est difficile de quitter actuellement avec toutes ces périodes de crise. C'est rassurant en fait d'être dans sauf qu'au bout d'un moment ça peut devenir invivable, mais de ne pas être en accord de ne pas être aligné avec ses convictions. C'est sûr que c'est pas facile, mais dans mon cas où j'avais un très bon salaire en tant que pharmacienne, j'avais un parachute entre guillemets. J'étais pas du jour au lendemain sans argent. Tu avais des économies. Moi, j'estime que j'avais quand même beaucoup de marge de manœuvre grâce au métier que je faisais précédemment, qui m'a permis pendant 2 ans de me former avec Alternativa pour en fait me reconvertir et être montée en compétence dans la coordination de projets, la connaissance scientifique du climat, de tous les impacts de tout ce que ça touche, parce qu'en fait je me suis engagée dans l'environnement, mais je me suis rendu compte que c'était une cause sociale. On parle de justice sociale parce que l'espèce humaine va être autant impactée que le reste du vivant.
Et ça, donc cette marge de manœuvre que j'avais, tout le monde ne l'a pas. Et c'est encore plus courageux de faire ça quand on l'a pas. Oui, c'est sûr. Et est-ce que c'est possible, alors avant qu'on rentre plus dans le vif du sujet, de décrire ce qu'est la non-violence en quelques phrases? Pour celles et ceux qui nous écoutent, en quelques phrases, c'est difficile parce que je vois qu'il a fallu quand même... il fait combien de pages ce petit manifeste-là? Le format est petit, mais il y a quand même un bon 250 pages pour faire le tour du sujet. Donc, je ne sais pas, je te pose la question, est-ce que c'est possible de décrire en quelques phrases? Alors c'est toujours difficile, mais oui. on peut se dire qu'en appelant déjà à l'imaginaire collectif, quand on parle de non-violence, on pense à Gandhi, à Martin Luther King, à Nelson Mandela, les luttes qu'ils ont menées pour faire changer la société. Et ça, pour moi, c'est une première approche qui est de lutte non-violente massive, donc d'avoir des mouvements massifs qui dénoncent des lois qui ne sont pas légitimes, pour les faire changer et pour faire évoluer la société dans laquelle ils vivent. Et ça, donc, pour moi, c'est une méthode, une stratégie de lutte efficace, donc dans les contextes dans lesquels on les met en place. Et c'est à la fois aussi une culture de la non-violence, une manière de vivre, parce que dans les mouvements non-violents, et ce qu'on retrouve notamment dans Alternativa et dans Greenpeace, c'est qu'on met en place des règles qui changent les interactions entre les individus. Oui. Et donc, quand je parlais tout à l'heure de l'inclusivité, ça veut dire que dans les réunions, dans Alternativa, on doit lever la main pour prendre la parole, on utilise les gestes avec les mains qui permettent de prendre des décisions rapidement, et ce qui permet que toutes les personnes peuvent prendre la parole, que ce soit les personnes timides, etc. etc. On fait un système de comptage du nombre de prises de parole masculines et féminines pour dire régulièrement, parce que les hommes prennent plus la parole que les femmes, ça c'est encore le cas. Voilà, c'est statistique. Hein. Et donc pour encourager les femmes aussi à prendre la parole. Et ils ont poussé les femmes à devenir des porte-paroles. Il y a beaucoup plus de paroles femmes à Alternativa que d'hommes pour contrer la culture dominante qui est que les hommes sont beaucoup plus présents dans les médias. Et tout ça, ce sont des règles qui changent nos manières de penser, qui préfigurent la manière dont on voudrait vivre en société. Ah oui, très important, on va en reparler de ça, oui. Voilà, et donc c'est déjà une application concrètement, au jour le jour, dans notre lutte, d'une culture qui est une culture non violente. Alors, dans l'introduction, j'ai relevé quelques phrases qui me semblent bien poser le décor. Donc, je vais en citer quelques-unes. La mondialisation et la dilution des responsabilités liées au développement de la bureaucratie, à la compartimentation des connaissances et au découpage des tâches ont fait de la plupart d'entre nous des complices dépendant d'un modèle économique destructeur nécessaire à la satisfaction de nos besoins primaires et superflus. En tant que maillon des rouages du système, chacun et chacune d'entre nous a le pouvoir de le gripper en résistant et de faire émerger par son travail et son abnégation une société soutenable, juste et solidaire. Puis, un petit peu plus loin dans l'introduction, par son exigence morale, la culture de la non-violence préfigure le monde de demain. Et aussi encore un peu plus loin, la force de la non-violence réside en ce qu'elle forme des êtres humains libres qui osent faire front commun contre la violence et l'injustice, une force qui peut entraîner le changement de tout un système. En cela, la non-violence est révolutionnaire. Elle représente un moyen de transformer notre rage en action de confrontation et de construction, d'unir nos forces pour nous organiser. Et enfin, plus qu'un mode d'action efficace, la non-violence est un véritable projet de société souhaitant remettre au centre de nos vies le respect des droits humains tout en repensant notre façon d'habiter le monde et d'interagir avec le vivant. Ce que je trouve intéressant, c'est que à celles et ceux qui pourraient déjà vous étiqueter idéalistes, utopistes, etc., il faut préciser que vous avez pris tout ce qu'on peut reprocher à la non-violence pour la dénigrer et la disqualifier, et point par point, vous démontez toutes les critiques avec des exemples à l'appui. Et ça, je trouve que c'est très très bien construit. Quels sont les clichés pour discréditer la non-violence que tu entends le plus souvent ?
Les clichés, c'est que ça sert à rien. Oui, tout simplement. Voilà. Oui. Alors que, enfin, je sais pas si je peux dire pourquoi ça sert à quelque chose. Oui, vas-y. C'est le but. De nombreuses victoires sont gagnées. Et, je sais pas si on peut dire quotidiennement, mais je pense que oui, dans le monde, parce que la non-violence, c'est l'outil qui est utilisé le plus partout dans le monde. Quand on n'a que ses mains pour se défendre, quand on est, je convoque notamment Massa Koné au Mali, quand on est paysan, qu'on a des terres qui sont préemptées par le gouvernement pour les vendre ou les prêter à des multinationales qui vont les exploiter, c'est par la non-violence et par la masse que les victoires sont arrachées, que les terres sont redonnées à la population. Comme en Inde d'ailleurs. Je cite aussi Raja Gopal et Ekta Parishad qui organisaient des marches gigantesques avec des centaines de milliers de personnes qui sont allées demander un changement de la loi agraire. Et Massa Koné, avec qui j'ai discuté encore récemment, me disait « Mais nous, quand on descend dans la rue, on ne remonte pas tant qu'on n'a pas ce qu'on veut. » Et c'est aussi ça, une des forces, une des exigences de la lutte non violente, c'est que on doit persévérer. On doit persévérer, donc sortir de notre zone de confort et ne rien lâcher. Et c'est au risque de leur vie souvent, dans beaucoup de pays. C'est au risque de leur vie, alors notamment au Mali. Quand ils négocient aussi le fait est-ce que l'armée va tirer ou pas. Alors on a en France une répression qui grandit, mais c'est sûr qu'on ne peut pas comparer les contextes. Oui. C'est complètement différent. Et chaque année, plus de 200 personnes sont tuées parce qu'elles défendent leur terre, parce qu'elles défendent les droits humains. Oui. Et en plus, ça augmente chaque année le nombre de défenseurs de l'environnement qui sont assassinés. Ouais. Et on voit bien que tous les problèmes sont imbriqués. Parce que là, j'ai fait il n'y a pas longtemps un podcast avec Survival International qui eux se battent beaucoup par rapport aux peuples autochtones. Et on voit qu'il y a beaucoup d'endroits sur la planète actuellement où des personnes essaient de défendre juste ce qui leur appartient, c'est-à-dire leur terre ou leur vie, dans le sens où par rapport à des problèmes de pollution ou des problèmes qui sont apportés par des multinationales en général. Et on s'aperçoit qu'il faut beaucoup de courage pour réussir à faire face à leurs adversaires qui sont généralement extrêmement puissants en termes de notoriété, en termes de puissance financière, Donc la non-violence, c'est vrai que c'est pas quelque chose. On voit ça comme quelque chose un peu de la facilité et tout ça. Et en fait, on se rend compte au travers des luttes que vous racontez dans ce livre qu'il faut une force intérieure, une puissance et d'une profondeur pour maintenir un cap par rapport à la violence souvent qui est la réponse des adversaires qui peuvent s'estimer menacés. Et là, on s'aperçoit que quand même ça mérite réflexion parce que ce sont des combats d'une ampleur et souvent, comme tu parlais en Inde, qui s'étalent sur des années en plus. Donc il faut vraiment une notion de persévérance dans les luttes non violentes qui est impressionnante. Il y a des luttes qui se gagnent après des années. Oui. Mais la non-violence, c'est vraiment, et peut-être ça complète un peu la définition, c'est la capacité de faire face à la violence. Oui. C'est complètement différent de la passivité, par exemple. La passivité, c'est regarder ailleurs ou se laisser faire. La non-violence, c'est l'inverse. C'est entrer en mouvement, entrer dans l'action. Et donc se confronter à la violence de notre adversaire. Oui. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, pour nous, ça n'a pas de sens dans beaucoup de contextes d'être armé. Alors je dis pas tous les contextes, mais dans énormément de contextes, ça n'a pas de sens parce que notre ennemi est beaucoup plus armé que nous. Donc on va pas aller jouer sur le terrain de l'adversaire, on va pas aller lutter sur le terrain de l'adversaire là où il est le plus fort. Avec les mêmes moyens parce que vous n'êtes pas les plus forts dans ce cas-là. Exactement. Mais on accepte le risque de se mettre en danger parce que souvent, quand on est dans des actions de désobéissance civile, notamment, ça implique nos corps. Oui. Donc de blocage, de diverses actions. Et c'est à ce moment-là qu'on accepte de faire face à
à une violence également physique, à laquelle on ne répondra pas par une violence. Et ça, c'est dans nos critères d'action. Et ce sont vraiment les lignes rouges, en tout cas pour Action non violente COP21. Oui. Parce que répondre à la violence par la violence, ça va déjà, au niveau ça va empêcher que le message de notre action passe. Quand on a... j'aime bien cette image de l'action qu'on avait menée à Pau quand on a bloqué un sommet pétrolier, donc des pétroliers qui se réunissaient dans un château. Et nous, on a décidé que ce sommet ne pouvait pas avoir lieu sans qu'il y ait le climat à l'ordre du jour. Ils n'ont pas voulu changer l'ordre des jours, donc on a bloqué le sommet pendant 3 jours. Et là, on a sur des images des CRS qui bloquent et qui gazent et matraquent des militants non violents qui ont des boucliers en mousse, et pour protéger des industriels du pétrole qui se réunissent dans un château. Et ça, c'est une image forte. Et qui menace notre survie à tous. Aujourd'hui, c'est quand même un fait avéré. Et qui menace notre survie à tous, puisque leur ordre du jour, c'était comment optimiser l'extraction d'hydrocarbures en eau profonde. Voilà. Et on sait que maintenant, il faut absolument arrêter l'extraction des énergies fossiles si on veut ne pas finir complètement cramé sur cette planète. C'est ça, le GIEC le dit clairement, notamment dans le dernier rapport qui vient de sortir. Il faut laisser les énergies fossiles dans le sol et il ne faut pas exploiter tous les projets d'extraction d'énergie fossile, enfin toutes les installations d'énergie fossile qui existent déjà, sous peine d'arriver à des températures beaucoup trop hautes sur la Terre. Pour survivre, au moins, en tout cas les humains. C'est ça. Et donc si, lors de ce sommet, un militant ou une militante avait levé la main sur un policier, voilà, on aurait eu ça repris par la presse en disant que des délinquants se battent avec la police, etc. Et donc c'est pour ça que nous, dans nos critères, on a c'est le respect de l'intégrité physique et psychologique des personnes pour faire passer notre message. Mais aussi parce que la violence engendre la violence, engendre la haine et le désir de revanche. Et nous, ce qu'on a envie, c'est de changer les mentalités. C'est de briser ce cercle de la violence. Et en ne répondant pas à la violence par la violence, c'est ce qu'on fait. Alors, on va en reparler aussi de ça un petit peu plus tard. Alors aujourd'hui, parce que la première partie, donc, on va la passer rapidement, mais aujourd'hui, on a à peu près un siècle, je crois, de recul depuis la première formulation du terme non-violence. C'est ça ? C'est ça. Par Gandhi en 1919. C'est ça. Bon. Et ensuite, donc, vous remontez le temps, et ça, j'ai trouvé aussi ça vraiment intéressant, sur quelques grands textes fondateurs de cette pensée, on peut dire, notamment les textes sur la désobéissance civile. Oui. Et c'est vrai que le fameux discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie, que moi j'ai lu il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 2-3 ans, qui m'a tellement impressionné parce que c'est quand même écrit en 1576 et quand on lit ça, c'est tellement cruellement d'actualité qu'on se dit mais est-ce que l'humanité avance ? Parce que franchement, on a l'impression qu'on en est toujours au même point psychologiquement par rapport à ces histoires de servitude volontaire, de rapport de domination. Donc, il est question aussi d'Hubertine Auclair, de Henri David Thoreau, je prononce à la française. Et dès le début, en fait, la non-violence implique de gérer sa propre colère, ce qui implique de bien se préparer. Et là, sur ce travail de préparation, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu, parce qu'en fait, on se rend compte au travers déjà de ce que tu viens d'expliquer que on peut avoir des belles idées de non-violence, avoir des idéaux quand on voit les luttes qui ont été menées par les illustres aînés dans l'histoire. Et en fait, quand on se retrouve sur le terrain avec des CRS qui vous gazent ou qui vous matraquent et que la violence se met en place, qu'il y a une agression physique en face, on imagine qu'on ne peut pas du jour au lendemain se retrouver dans cette situation sans avoir eu une formation, un entraînement, je ne sais pas comment l'appeler, mais ça demande quand même un sacré travail sur soi. Donc comment ça se passe en amont pour arriver à être capable de faire ça ? C'est ça, on a des formations à l'action non violente avant de passer à l'action. Donc tout le monde a au moins une formation
d'1h30, mais après, il y a des formations un peu plus poussées, et notamment sur les camps climat d'Alternativa et d'ANV COP21 et des Amis de la Terre. Donc, il y en a 9 cet été, pour information, un peu dans toute la France. Et lors des camps climat, on va jusqu'à faire une simulation d'action. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend dans les formations ? On apprend qu'est-ce que c'est que la non-violence, parce qu'on a bien conscience qu'on ne peut pas avoir une définition précise, et c'est pour ça qu'on a fixé des critères arbitraires d'action, que j'expliquais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que la violence ? C'est pareil, c'est important de réfléchir sur ces... en faisant des débats mouvants. On fait beaucoup ça parce que c'est très intéressant, les gens interagissent entre eux, et on voit très bien que la non-violence, elle est subjective, et elle dépend du contexte, comme la violence. Et ensuite, on explique la stratégie de lutte non violente, comment est-ce qu'on pense nos actions, à quoi servent nos actions, et on a aussi un peu des spécialisations dans la médiation. Donc on apprend la communication non violente, on apprend à faire désescalader la violence dans notre manière de parler, puisque un des rôles très importants dans une action, c'est le rôle de médiation. C'est-à-dire qu'on va voir les personnes qui vont subir en quelque sorte notre action pour leur expliquer pourquoi on l'a fait, que ce n'est pas contre elles quand on rentre dans une banque, par exemple, pour... les faucheurs de chaises. Pour les faucheurs de chaises, on explique. Alors, c'est pas pour ça que ça peut être perçu violemment par les personnes qui la subissent, mais on réfléchit, on fait en sorte que ce soit le moins violent possible et que ce stress descende rapidement, si jamais il y en a un. Et le fait que les activistes soient vraiment formés en amont, ça permet le jour J d'avoir... Enfin, les actions sont tellement zen. C'est impressionnant. Moi, ça m'a toujours impressionnée. Ah oui. Une fois, on avait fait une action dans une banque de la Société Générale avec des représentants des peuples amérindiens, des Water Protectors, qui étaient venus avec nous. Et en fait, il y a une femme qui était salariée de la banque qui a commencé à s'agiter, qui était vraiment très stressée. Et en fait, tout le monde était tellement calme que c'est redescendu tout de suite. Parce que, justement, on ne laisse pas prise et en même temps, on laisse le stress s'évacuer. Oui. Et ça, en fait, c'est important que toutes les personnes soient bien formées à ça pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Et que ça garantisse le cadre le plus non violent possible dans notre action. Oui. Alors, page 95, vous écrivez « Dans certains pays, dans les favelas ou d'autres quartiers défavorisés, la violence est quotidienne. Elle devient un moyen d'expression politique, un choix par défaut, commandé par la nécessité de survivre et d'exister. Ces situations pointent le niveau de dysfonctionnement de nos sociétés qui créent des conditions de vie accélérant le passage à la violence. Il nous semble nécessaire d'entrer au cœur de la spirale de la violence, de ses symptômes à ses racines invisibles ou invisibilisées, pour la regarder droit dans les yeux et ainsi y faire face. Comment entrer au cœur de la spirale de la violence, de ses symptômes à ses racines invisibles ou invisibilisées pour y faire face ? Il y a tellement de violence quotidienne que je pense on ne s'en rend pas compte ou on ferme les yeux parce que c'est insupportable. La violence, c'est quoi ? C'est des gens qui dorment dans la rue. Oui. La violence, c'est un président de la République qui dit qu'on n'a qu'à traverser la rue pour retrouver du travail. La violence, c'est que des personnes n'aient pas assez d'argent et doivent aller au Resto du Cœur pour manger. Alors, c'est très bien qu'il y ait les Restos du Cœur, mais en fait, ce qu'on a envie, c'est que tout le monde puisse avoir des aliments sains, de manière, de préférence, n'est-ce pas ? Et donc, au quotidien... C'est le racisme aussi, au quotidien. C'est le racisme au quotidien, c'est le sexisme au quotidien. Toutes les discriminations, c'est violent. La liste est très longue et on n'a qu'à regarder autour de soi pour le voir. Oui. Et donc, ce que ça engage, le fait d'être dans une démarche non violente, c'est d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe et ne plus les ignorer, entre guillemets, et s'engager pour faire quelque chose pour rectifier ça, pour améliorer la société. Oui. Et il y a des milliers, des millions de personnes partout dans le monde qui montent des associations, qui s'engagent pour pallier souvent aux défaillances de l'État. Et parce qu'en fait, l'État devrait garantir
qu'il n'y ait pas de discrimination. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on lutte pour avoir une évolution des lois, une évolution sociétale qui permette l'égalité, l'équité, la justice sociale, climatique, économique, etc. Et c'est en ça que la non-violence, je pense, nous aide aussi à passer à l'action. Oui. Alors après, il y a souvent le dilemme des militants, c'est mais il y a tellement de choses qui vont pas, qu'est-ce que je fais ? Oui. Alors oui, il faut choisir les batailles. Mais si on est de plus en plus nombreux, en même temps, il y aura de plus en plus de gens qui pourront se consacrer à plein de sujets. Et exactement. Oui. En fait, c'est prendre ce qu'il y a à notre portée, ce qui nous touche le plus. Et c'est porter avec nos tripes la lutte et la faire avancer de manière efficace. Et parce qu'il y a vraiment cet enjeu d'organisation pour décrocher des victoires qui sont des étapes souvent intermédiaires, mais parfois on arrive à avoir des victoires qui font avancer les choses, ou alors qui empêchent l'aggravation de la situation, et ce qui est nécessaire aussi. Oui. Comme quand on empêche la construction de l'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne, alors qu'il en existe déjà une, on évite des millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et ça, c'est concret. Voilà, et c'est bien de le rappeler, parce qu'aussi, ça ne fait pas beaucoup les grandes lignes des journaux ou la une des JT le soir, de parler de ces actions et de ces victoires surtout. Et en plus, quand on en parle, je trouve qu'assez souvent, on n'explique pas assez la légitimité de ces actions et le fait que les victoires nous concernent tous. Parce qu'aujourd'hui, si on ne comprend pas, si on voit juste que si on supprime des avions, des lignes aériennes, si on n'explique pas vraiment en quoi c'est important, les personnes qui ne sont pas très au courant vont juste voir le fait que pourquoi on les prive de moyens de partir en vacances, donc c'est vraiment important de rappeler en quoi ça concerne notre survie à tous aujourd'hui, et aussi de la génération qui vient. On peut à peine dire des générations qui viennent, parce que quand on voit à quel rythme ça s'accélère, on voit bien que même par rapport aux prévisions d'il y a 10 ans, tout s'emballe par rapport à la chute de la biodiversité et bien évidemment par rapport au réchauffement climatique. Alors page 108, encore un passage que j'ai adoré, parce que en fait, comme je t'ai montré avant qu'on commence cette interview, dans ce livre, en général je surligne moi les passages sur lesquels je vais revenir pour poser des questions pendant l'interview. Et là j'ai eu quand même des soucis, parce qu'en fait j'ai surligné non seulement à toutes les pages, mais quasiment tout. Donc je cite quelques passages pour donner envie, parce que pour moi, ce qui est intéressant, c'est à la fois d'intéresser les auditrices et auditeurs à un sujet par rapport au sujet que je trouve intéressant, mais aussi leur donner envie d'aller plus loin en allant acheter les livres, en allant des personnes que je reçois, pour avoir tout ce qui est raconté dedans et qui est beaucoup plus complet, mais bon voilà, on donne par petites touches, j'espère, envie d'en savoir plus. Donc page 108, vous écrivez: la négation de l'existence de populations discriminées, femmes, enfants, les filles en majorité. Êtres et populations jugées inférieures, populations précaires, les empêche d'habiter la terre. La négation de leur existence, donc, les empêche d'habiter la terre. Le patriarcat, le capitalisme et le racisme les disqualifient dans leur droit à participer pleinement à la vie de nos sociétés et à prendre part à la création du monde. Une société qui laisse perdurer la violence contre ses propres composantes n'est pas entrée dans son plein développement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que l'humanité est un peu une adolescente attardée. L'humanité vit amputée de la partie qu'elle opprime, comme frappée d'une maladie auto-immune. Elle continuera à avancer, claudiquant vers le chaos, tant qu'elle n'aura pas rendu leur voix à celles et ceux qu'elle étouffe. Et la partie qui suit est intitulée « Les chaînes de déresponsabilisation ». Et ça, j'ai trouvé ça super important, parce que je trouve aussi que c'est un point dont on parle peu, ces chaînes de déresponsabilisation. Et en fait, c'est super important. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Alors, les chaînes de déresponsabilisation, c'est le fait qu'on fait partie du système, plus ou moins malgré nous,
mais souvent on le voit même pas. Oui. On n'a même pas conscience des conséquences de choses que l'on fait, en fait. C'est ça. Oui. Et là, dans l'exemple qui est pris, c'est on fait le lien entre le fait de manger un steak et le viol des femmes en Amazonie. Oui. Parce qu'il y a un lien. Il y a un lien. Et donc il y a un lien avec la déforestation pour cultiver les OGM, le maïs OGM qui sert à nourrir nos animaux d'élevage, et le soja qui sert à nourrir nos animaux d'élevage, y compris en France. D'élevage intensif surtout. Et d'élevage intensif, oui bien sûr, c'est ça. Toute cette chaîne de causalité problématique. Voilà, et donc qui va jusqu'à donc chasser les personnes autochtones de leur terre, leur supprime leurs moyens de subsistance. Et donc, il y a notamment des femmes qui sont obligées d'être employées dans des grosses fermes et qui se font violer, exploiter, etc. Et ça, c'est on a des cas, c'est pas compliqué à suivre sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'ONG maintenant qui relayent ça. Donc, c'est pas des paroles comme ça pour dramatiser. C'est vraiment des cas concrets. Et malheureusement, il y a beaucoup de cas, quoi. Et en fait, maintenant, on le sait. C'est comme quand on achète des habits. On sait très bien qu'en fonction d'où on les achète, ils ne portent pas le même coût social et environnemental. Voilà. Et qu'une partie de nos vêtements sont fabriqués en moyennant le bafouement des droits humains. Oui. Donc, c'est pas un secret, mais c'est difficile à aussi se rendre compte, étant donné qu'on est loin, etc. Donc, l'idée de cette de parler de chaîne de déresponsabilisation, c'est surtout pour dire que on peut tous à notre échelle faire quelque chose, mais surtout pas en se disant je vais arrêter de manger de la viande. En fait non, on veut l'interdiction de l'importation de maïs ou de soja OGM. On veut des petites exploitations agricoles, des petites exploitations maraîchères, parce que ça permettra de protéger la terre et de la régénérer. Ça permettra d'avoir une souveraineté alimentaire qu'on pourra retrouver. Et ça permettra d'avoir une biodiversité renouvelée et de protéger notre eau potable. Enfin, et en plus, c'est ça l'enjeu. C'est bénéfique à la fois pour les populations sur place dont on prend les terres et qui n'arrivent même plus à avoir leurs propres moyens de subsistance, puisqu'ils ne peuvent plus pratiquer leur petite agriculture qui les faisait vivre. Et c'est bénéfique aussi pour nous, puisqu'on connaît aujourd'hui tous les dégâts de ce type d'agriculture intensive et d'élevage intensif, et on connaît les dégâts sur la planète et sur la santé. Donc, exactement, c'est avoir une action au niveau systémique. Donc à la racine du système, c'est en fait on coupe, par exemple, on coupe les importations, donc il y a moins d'exploitation des terres dans l'objectif d'arrêter la déforestation de l'Amazonie qui n'a pas que des problèmes, qui génère de multiples problèmes, puisque c'est climatique, c'est au niveau de la biodiversité, au niveau de l'impact social. Chute de la biodiversité, comme on l'a dit récemment encore avec Marie-Monique Robin, chute de la biodiversité égale aussi, entre autres multiples problèmes, égale aussi nouvelle émergence de nouvelles maladies infectieuses et de pandémies. Exactement. Les problèmes sont multiples. La plupart des problèmes importants sur la planète et qui menacent la survie de l'humanité ont vraiment maintenant des racines communes identifiées, quoi. Exactement. Et c'est ces racines qu'il faut aller chercher, mais on va aller les chercher en ayant des actions qui vont pas être individuelles, mais qui vont être collectives. Oui. Parce que c'est les règles collectives qu'il faut changer. Oui. On peut se déplacer en vélo toute sa vie, manger local toute sa vie. Ça ne changera pas la globalité. C'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Exactement, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Et l'injonction aujourd'hui, elle est là. L'injonction, quand on écoute l'activiste de Dernière Rénovation, Alizée, qui s'est accrochée sur le filet de Roland Garros, c'est ça qu'elle dit. Elle dit, maintenant, passons tous et toutes à l'action, parce qu'il y a urgence. Et ce livre-là aussi, il a pour objectif d'appeler à passer en désobéissance civile pour aller plus loin que toutes les actions légales qu'on mène, que de nombreuses organisations, mouvements mènent, mais qui n'utilisent pas un outil très très puissant de la lutte non violente qui est la désobéissance civile. Oui. Et il y a un exemple dans la continuité là, de ce qu'on était en train de dire que j'ai trouvé vraiment intéressant par rapport aussi à cette histoire de consignes et de gobelets.
Oui. C'est donc aux États-Unis, il y avait donc c'est à l'apparition en fait des canettes, des canettes et du jetable. Donc c'est notamment avec Coca-Cola et toutes ces grosses compagnies qui en fait avant avaient à charge de collecter les verres et de les recycler, et qui en fait se sont aperçus que en commercialisant des contenants jetables. À usage unique. À usage unique. Et donc fabriqués avec de l'aluminium, du plastique, etc. Et ben, tout ce qui est bon pour la planète. Tout à fait. Du polystyrène, tout ça. Tout à fait. Ça leur enlevait des charges. Donc ça leur faisait gagner de l'argent. Et donc, ils ont popularisé ils ont commencé à produire des usines qui fabriquaient des contenants et donc à commercialiser leurs produits là-dedans. Et il y avait un programme qui s'appelait Beautiful America qui est né suite à ça pour en fait culpabiliser le consommateur de jeter ses produits dans l'environnement. Ah oui. Alors que en fait, une grosse partie, même quand on jette dans la poubelle, n'est pas recyclée. Donc en fait, ils ont à ce moment-là, ils ont fait vriller la chaîne vertueuse qu'ils avaient, et après se sont déchargés de cette responsabilité en la mettant sur le consommateur. Oui, voilà. Alors que c'était eux qui avaient induit ce nouveau mode de consommation, et finalement, après, on a fait culpabiliser les consommateurs parce qu'ils parce qu'ils étaient sales et qu'ils jetaient ça sur la voie publique. Voilà. Mais bien sûr, il ne faut pas jeter ses gobelets sur la voie publique. Ne le faites pas. Mais en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est interdire la commercialisation d'emballages jetables. Et l'objectif, c'est de retourner un mode de consommation vertueux avec la réutilisation des bouteilles où on amène nos contenants, etc., etc. Là, des fois, dans des restaurants, il faut batailler. Quand j'amène mon tupperware, des fois, non, on peut pas. S'il y a s'il y a quelque chose dans votre tupperware et que vous êtes malade, ça va être notre faute. Mais en fait, on a fait en sorte que toutes les normes empêchent soit au profit des industriels, en fait. Et c'est ça qu'on va changer. Au détriment c'est la racine, ce qu'on appelle la racine de la société, c'est ça. C'est bien sûr, on va pas jeter nos gobelets dans la rue, mais on va arrêter en fait d'en produire. Et oui, c'est ce qui était écrit juste après. Page 117, la solution pour désamorcer ce mécanisme de violence environnementale et sanitaire se trouve à la racine du système. Interdire la fabrication d'emballages plastiques et aluminium en réorganisant l'approvisionnement en denrées alimentaires et boissons avec des consignes. Le meilleur déchet reste celui qu'on ne produit pas. C'est le bon sens quand même. Tout à fait. Bon, alors dans les exemples emblématiques de lutte non violente, donc vous en citez au Mali, en Inde, en Colombie, et puis en France, il y a l'exemple assez impressionnant du Pays Basque, que tu as un peu suivi, je crois. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé ? Parce que c'est vrai que moi, je suis assez étonnée qu'on n'en ait pas plus entendu parler de cette histoire-là, parce que je suis tombée, je ne sais plus si c'était un documentaire ou un petit reportage il y a quelque temps, et je me suis dit, mais c'est juste dingue, mais comment se fait-il que je n'ai pas entendu parler de cette histoire qui est tellement impressionnante et en plus qui est vraiment un travail là aussi de long terme, avec des résultats vraiment extraordinaires. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? J'ai la chance d'avoir participé au désarmement de l'ETA le 8 avril 2017 au Pays Basque, parce que par Alternativa, j'ai commencé à côtoyer la culture basque, puisque Alternativa est née à Bayonne. Eh oui. Et belle ville. J'adore. Et donc, depuis 2011, à la conférence d'Ayété, l'ETA avait déclaré ne plus utiliser la violence dans sa bataille pour l'indépendance du Pays Basque. Et donc cette conférence avait été vraiment importante pour relancer le processus, pour lancer le processus de paix au Pays Basque. Oui. Et suite à ça, donc ce qui avait été convenu à cette époque, c'était que d'accord, mais donc l'ETA doit annoncer publiquement qu'elle met fin à ses activités armées. Et ensuite, il y a un processus mis en place, notamment par le gouvernement, de restitution des armes. Oui. Puisque voilà, quand un groupe n'est plus armé, il faut rendre les armes. Oui. Et ensuite, il y a un processus qui doit se mettre en place avec qu'est-ce qu'on fait des personnes qui ont été emprisonnées suite à ce conflit, est-ce qu'il y a des amnesties, etc. etc. Oui. Donc l'ETA a fait une déclaration de cessation d'utilisation de la violence dans son combat, comme ce qui avait été convenu. Mais depuis, le gouvernement français
et le gouvernement espagnol Oui. ont tous les deux rien fait pour faire avancer le processus de paix. Il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi et surtout, le gouvernement espagnol n'était pas du tout pour le fait de permettre dans de bonnes dispositions aux membres de l'ETA de rendre leurs armes. Et pourquoi, en fait c'est bizarre. Alors, comme tous les conflits, il y a certainement il y a de la souffrance, déjà. Oui. Et beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi dont je ne suis pas au courant, qui se jouaient là. Donc les armes étaient toujours dans la nature. Les armes étaient toujours en possession de personnes, etc. Des armes et des explosifs. Et donc il y a toujours un risque de reprise de violence beaucoup plus rapide que si on n'a pas d'armes. Et donc, plusieurs personnes, dont Tchet Etcheverry, qui est un des fondateurs d'Alternativa et de plusieurs mouvements non violents au Pays Basque, ont décidé de se proposer d'être intermédiaires entre le groupe ETA et le gouvernement. Donc ils se sont dressés, eux, pour que ça avance, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, avec la peur que les armes soient reprises et que le conflit recommence d'une manière violente. Donc, le gouvernement français n'a rien voulu entendre. Et donc, ils ont monté tout un stratagème pour récupérer quelques armes, poser un ultimatum au gouvernement. Entre-temps, ils se sont fait prendre en possession des armes et ont passé 4 jours déférés au parquet de Paris, donc 4 jours en garde à vue, etc., traités comme des terroristes, c'était des militants non violents. C'est incroyable. Donc il y avait aussi Michel Berroco-Higuin, notamment, qui était un grand ami de Tchet et grande figure de la non-violence au Pays Basque, qui était dans cette affaire. Oui. Et ils ont été libérés parce qu'on a fait tout de suite, on a lancé des pétitions, on a dit mais non, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des militants pour la paix, des militants non violents. Et en fait, ils avaient envoyé à un journal, si on se fait arrêter, vous pouvez publier tout ça. Et en fait, ils ont publié qui s'étaient posés en médiateur pour la société civile, pour désarmer l'ETA. Oui. Et donc, devant tant de preuves, ils ont été relâchés. Et donc, ils ont eu un soutien énorme de la population, y compris d'élus de tous bords. Et quelques mois après, donc c'était en décembre, et quelques mois après, donc le 8 avril 2017, ils ont organisé le désarmement de l'ETA en disant que le gouvernement le veuille ou pas, ce jour-là, l'ETA sera désarmé. Et donc, ce jour-là, on avait... Et l'ETA a accepté. Oui, c'était, en fait, ils avaient déjà discuté avec eux en disant oui, on a besoin en fait de rendre les armes, mais on ne veut pas se faire mettre en prison parce qu'on rend les armes. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais ce qui est normalement le chemin logique d'un processus de paix aussi, qui avance normalement. Mais là, vu qu'il n'avançait pas normalement, c'est comment est-ce qu'on fait pour le dégripper et pour faire avancer les choses. Et donc là, ce jour-là, en fait, toutes les armes avaient été enterrées dans la forêt, déposées à des endroits. Et donc il y avait de la rubalise autour et des groupes. Il y avait de la rubalise qui délimitait l'emplacement des armes ou des explosifs. Et le matin, donc on était plusieurs équipes. Moi j'avais une équipe, je rejoignais une équipe avec José Bové notamment et un élu local pour aller donc on avait des coordonnées GPS. On arrivait sur le lieu et là, donc il y avait déjà une trentaine de jeunes du Pays Basque qui étaient là et on a pris des photos, on a médiatisé pour montrer, on est là et nous, on va faire la passation, nous membres de la société civile, on va faire la passation de ces explosifs qui sont enterrés dans le sol avec la police qui va arriver. Et donc le matin même, Tchet Etcheverry donne les coordonnées GPS de toutes les caches d'armes à la police en disant toutes les armes de l'ETA sont à ces endroits-là, allez les chercher. Oui. Et donc à chaque endroit, il y avait une quarantaine de personnes qui étaient là pour témoigner du fait qu'on redonnait, on était les intermédiaires. Et donc, donc ils ont été acculés, ils ont dû aller récupérer ces fichues armes. C'est incroyable. Hein. C'est ça. Donc les armes, ce jour-là, l'ETA a été désarmé par une stratégie de lutte non violente brillamment menée qui a mobilisé une masse de gens et c'était très très émouvant ce jour-là sur la place de Bayonne, avec des prises de parole, avec des milliers de personnes qui étaient là pour faire avancer le processus de paix au Pays Basque. Et aujourd'hui, il y a encore des actions qui sont menées parce que
l'État traîne des pieds pour faire avancer tout ça. Donc il y a eu des actions qui ont permis déjà le rapprochement de prisonniers de leurs familles, parce qu'il y avait aussi tous les dommages collatéraux. Ça veut dire que les gens sont loin de leur famille, donc sont très seuls en prison. Oui. Il y a eu des décès dans les accidents de la route pour aller voir les proches qui étaient en prison. Voilà, il y a beaucoup de souffrances qui sont encore présentes en ce moment, parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'avancée dans la gestion du conflit, et notamment des prisonniers qui sont en stade terminal de maladie et qu'on ne veut pas laisser sortir. Donc il y a énormément de réparations encore à faire à ce niveau-là. Mais cette journée-là, c'était une journée vraiment historique qui aurait mérité certainement beaucoup plus de médiatisation, comme tu dis, parce que c'est un vrai tour de force, et c'est le cas de le dire, de force non violente, de pouvoir désarmer une organisation armée avec son consentement, mais sans celui de l'État. Oui. Est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes aujourd'hui en France qui sont engagées dans des mouvements non violents ? C'est très difficile à dire. En tout cas, donc, dans les mouvements, en fait, il y a différents mouvements non violents. Il y a des mouvements qui font que de la désobéissance civile. Oui. Il y a des mouvements qui mettent en place que des stratégies légales. Oui. Et il y en a qui font un mix des deux, légales et appuyées par des actions illégales de désobéissance civile, pour mettre un coup de projecteur sur tout ce qui est fait par ailleurs. Oui. Donc aujourd'hui, il y a le mouvement contre le pipeline ICOP en Ouganda, qui ressemble fortement à un mouvement non violent, parce qu'il y a un recours juridique. Donc juste, ICOP, c'est le projet de Total de bâtir un pipeline géant en Ouganda qui va traverser, qui part de la Tanzanie jusqu'en Ouganda, qui va traverser une énorme réserve africaine, la plus grosse je crois, qui met en danger des zones humides, et notamment le lac Victoria, qui permet la subsistance de 40 millions de personnes. Donc c'est un désastre économique, écologique, climatique, absolument fou. Et puis le pétrole, on l'oublie souvent, c'est pas que l'essence et tout ce qui est... c'est tout ce qui est plastique, c'est tout ce qui est plastique. Même des habits, qui est quand même aussi un tout ce vrai qu'on a problème pour la planète. Nous, contient potentiellement du pétrole. Et donc c'est pour ça que des activistes partout dans la planète sont en train de lutter pour que ce projet ICOP ne voit pas le jour. Parce que Total a tellement d'argent et est tellement fort que c'est difficile de faire abandonner un projet comme ça. Oui. Mais par contre, mais ça n'empêche pas la lutte, et ça n'empêche pas de motiver les gens à lutter contre ce mastodonte qui est Total. Et aujourd'hui, on a réussi à ce que 20 banques refusent de financer le projet, que cet assureur refuse d'assurer le projet. Il y a un recours juridique qui est en cours par les Amis de la Terre. Des activistes qui s'introduisent régulièrement dans des conférences de Total, même des conférences internes, en disant « Partout où vous serez, nous serons », non au projet ICOP. On a bloqué l'Assemblée Générale de Total il y a peu. Il y a une messe qui a été faite. C'était avec Camille Etienne, non ? C'est ça. Oui, j'ai vu ça, la vidéo. Notamment. Oui. Et avec Greenpeace, Alternativa, ANV COP21, les Amis de la Terre, et voilà, beaucoup d'autres personnes. Et aujourd'hui, depuis 2 mois, il y a des activistes, des militants et militantes qui, tous les jours, se postent devant les bureaux d'un assureur pour dire « N'assurez pas le projet Total ». Donc, et donc, il y a un mélange d'actions légales et de désobéissance civile, et une motivation, une détermination et une persévérance absolument incroyable autour de ce projet. Et ça a comme conséquence que le projet prend du retard. Et plus il prend du retard, plus il va coûter cher. Et plus il prend du retard, et moins il est probable qu'il soit construit. Donc il y a vraiment un sabotage de ce projet de pipeline qui est réalisé grâce à la motivation et le passage à l'action de milliers de personnes un peu partout dans le monde. Et ça, je trouve très impressionnant aujourd'hui. Et ça va se produire de plus en plus. Ce podcast de So Sweet Planet avec Pauline Boyer est en 2 épisodes. Voilà, vous êtes arrivés à la fin du premier épisode. Chères auditrices, chers auditeurs de So Sweet Planet, si cette interview vous a plu,
Vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet saucesuiteplanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 € par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de SoSuite Planet sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite.